Coup de projecteur sur le long métrage Le Mohican, un film réalisé par Frédéric Farucci qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre accueil. Mais c'est un grand plaisir justement d'échanger autour de ce long métrage qui a été sélectionné à la dernière Mostra de Venise, qui a obtenu d'ailleurs un bel accueil public et critique. Alors, quelle a été l'idée, le point de départ de ce thriller qui se déroule en Corse, où on découvre donc un irréductible berger face à la pression immobilière et mafieuse, et qui va choisir de résister. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce point de départ, Frédéric ? En fait, c'est une rencontre avec un véritable berger du littoral sud de la Corse. J'avais réalisé un documentaire en 2017 sur lui. Il faut savoir que l'élevage en littoral en Corse était une activité traditionnelle, et qu'à mesure que l'exploitation touristique et son corrélat, la spéculation, ne cessait d'enfler, les bergers ont été poussés à l'intérieur des terres. Et cet homme que j'avais suivi pour ce documentaire se décrivait comme une anomalie dans le paysage, ça s'appelait lui-même le dernier des Mohicans, et me disait qu'il aurait du mal à transmettre l'exploitation à ses fils parce qu'il jugeait que ça serait un cadeau empoisonné, parce qu'il avait très peur qu'ils reçoivent un jour une visite menaçante, leur intimant de céder le terrain pour que d'autres activités y soient menées, plus lucratives et plus dans l'air du temps. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me travaille énormément, le fait que des individus organiquement liés à un territoire s'y sentent menacés ou en soient chassés pour des intérêts purement économiques. C'est quelque chose qui me trouble, qui me convient pas. Et donc du coup, ça a été le point de départ du film. Vous le dites vous-même, vous le déclarez, vous n'êtes pas intéressé par le cinéma qu'à la condition qu'il soit politique. Voilà, le choix d'une dimension politique du 7e art, c'est une composante essentielle justement pour vous. Enfin, c'est même pas un besoin, c'est comme ça que ça se produit. C'est viscéral un peu. C'est un peu viscéral, c'est-à-dire que dans ma vie d'individu, dans ma vie de citoyen, quand il y a quelque chose qui me travaille et qui me trouble ou qui me bouleverse, au point que des fois je me trouve face à une impasse, que j'ai du mal à trouver les mots, mais ça donne lieu à des projets de cinéma. Et donc effectivement, j'ai besoin d'avoir un motif politique pour me lancer dans un projet aujourd'hui. Donc voilà, on l'aura bien compris, hein, le Mohican s'inscrit dans cette veine, il s'inspire de la réalité. Ensuite, il faut écrire un scénario, hein, parce que là, il y a une dimension de thriller, de polar. Comment vous avez écrit, tissé un peu cette trame ? Alors, plutôt que thriller et polar, oui, il y a une dimension. Il y a cette dimension-là. Il y a du suspense, il y a un contexte de western. Et puis il y a un fugitif. Et ensuite, il y a un contexte de traque, tout à fait. Alors, après, ça c'est, comment dire, c'est une longue écriture, ça, et qui prend aussi sa source dans un réel. J'ai eu envie de réfléchir, de poser la question « et si ?» en permanence. C'est-à-dire, voilà, et si ce berger que j'ai rencontré, par exemple, recevait une visite désagréable à laquelle lui se trouve en situation de dire non. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et si il tue par accident l'un des hommes venus le mettre sous pression, qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'où peut aller sa fuite ? Où peut-il se réfugier ? Ou comment peut-il être traqué ? Et je me suis posé à chaque fois des questions qui avaient un ancrage, qui étaient liées à un ancrage dans ce territoire spécifique qu'est la Corse, dans le présent de cette île aussi. Et je me suis aussi nourri de diverses histoires que j'ai entendues depuis des décennies. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a une dimension de western. Ça serait un western contemporain qui aborde ces questions de société, ces questions politiques aussi. Et c'est vrai qu'il y a le cinémascope, hein, parce que c'est vrai que c'est le format. On se souvient des westerns de John Ford, de toute l'histoire de l'Ouest américain.
Alors, en l'occurrence, effectivement, le cinémascope, c'est le cinéma qui a été adopté après-guerre, en fait, et qui était le format des grands westerns classiques, notamment certains films de John Ford, bien que lui ait commencé plutôt en noir et blanc avec des petits formats, mais effectivement, il y a beaucoup de films qui ont fait date et qui ont ce format-là. Et effectivement, moi, je me suis beaucoup posé la question de ce genre-là. Moi, j'aime beaucoup, on parlait de politique, j'aime beaucoup ce que peut apporter le cinéma de genre en la matière. Je n'ai pas très envie d'exposer des sujets politiques de manière frontale, en fait, littérale. Et j'aime beaucoup le fait que le genre puisse servir comme un cheval de Troie pour aborder ces sujets-là, via une intrigue, via de la fiction avec un grand F. Et la question du western s'est posée par rapport à ce territoire. C'est un territoire où moi je me suis toujours projeté dans le western, de par les paysages, de par certaines attitudes aussi. Et là, en l'occurrence, par rapport à cette histoire, il y avait deux piliers du western que je retrouvais, qui étaient d'une part le conflit de territoire lié à un conflit de civilisation, et on est vraiment dans ce genre de tension-là sur le littoral corse aujourd'hui. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect légendaire. Le western se nourrit énormément de ça, de la légende. Il y a souvent un héros qui au début du film est déjà une légende et on va suivre l'évolution de cette légende, ou qui devient une légende durant le film. Et j'avais une sorte de phare dans la nuit qui était L'homme qui tua Liberty Valance, où c'est clairement formulé, en l'occurrence, film de John Ford. Et il se trouve qu'en Corse, il y a une forme de mythologie populaire qui érige au rang de légende des personnages du réel, figure du banditisme, figure de la lutte indépendantiste. Voilà. Et donc du coup, j'ai eu envie aussi de partir sur ce genre-là pour cette raison. Alors, en vous écoutant, on peut penser, notamment avec cette traque et ce fugitif, on peut penser à Ivan Colonna, par exemple, aussi. Et voilà, lorsqu'il était dans le maquis, qu'il est parti, donc après l'assassinat du préfet Erignac. Voilà, il y a des choses comme ça qui, comme vous le dites, dans la société contemporaine corse, qui forcément apparaissent comme image. Oui, alors j'ai pas pensé particulièrement à la traque d'Ivan Colonna, mais effectivement le fait de prendre le maquis en Corse est un motif assez récurrent. Quelles que soient les raisons, en fait, que ce soit des raisons politiques ou des raisons de droit commun, en fait, c'est un motif effectivement récurrent. Et donc, oui, il y avait toutes ces histoires du réel, et en particulier de la Corse contemporaine, qui m'ont inspiré, ne serait-ce que de manière inconsciente. Alors il faut parler du casting et le mélange que vous avez opéré entre à la fois des comédiens amateurs et des comédiens professionnels, parce que bon, il faut que l'osmose se fasse et que l'alchimie prenne. Oui, alors ça c'est passionnant. Alors le casting à la base, effectivement, moi j'avais envie qu'il prenne sa source dans le réel, dans la mesure où j'étais inspiré par deux documentaires en fait, parce qu'il y avait ce documentaire sur ce berger et un autre documentaire sur un vétérinaire agricole du nord de la Corse qui m'avait passionné, Marc Memmi, qui est un homme très singulier, avec une oreille en moins, qui est à la fois un scientifique, un poète, qui est berger aussi, en plus d'être vétérinaire, et qui incarne son propre rôle dans le film en fait. Et j'avais vraiment envie de nourrir le film de femmes et d'hommes croisés comme ça dans la réalité, parce que je trouvais que ça allait pousser vraiment le film vers une forme de justesse et de justesse contemporaine justement. Voilà. Et après j'ai voulu mixer ce casting qu'on dit sauvage avec un casting plus professionnel et choisir en fait finalement d'attribuer les rôles en fonction de ce qui me paraissait correspondre le mieux. Il se trouve qu'Alexis Manenti a livré des essais époustouflants. Il avait une profondeur, une intensité qui moi m'ont bouleversé, et dès lors que je l'avais rencontré, je pensais plus qu'à lui pour incarner ce berger. J'aime beaucoup le fait qu'il ait à la fois une forme d'archaïsme et une forme de modernité en lui. Je trouve que ça raconte beaucoup le personnage que j'avais envie d'évoquer. Et après, pour le travail, vous le soulignez, effectivement, c'est passionnant de pouvoir confronter des comédiens professionnels à des comédiens qui découvrent ce que c'est qu'un plateau de cinéma. Souvent, ces personnes qui ne sont pas professionnelles, on les choisit pour leur naturel, pour leur côté vrai en fait. Et donc du coup, pour garder ça, il ne faut pas les épuiser. Il ne faut pas leur demander de trop réfléchir à la scène, parce que pour ça, il faut une technique en fait. Et donc du coup,
il faut capter ce qu'ils sont en essayant de recréer du réel et en essayant de privilégier les premières prises. Le naturalisme un peu. Absolument, absolument. Et ce qui est passionnant, c'est de trouver l'équilibre avec les comédiens professionnels qui, eux, sont un petit peu comme un diesel, en fait, qui prennent la mesure de la scène au fil des prises et qui sont souvent meilleurs après plusieurs prises. Et donc, du coup, c'était un juste milieu à trouver et il fallait trouver l'équilibre qui allait convenir aux deux types de comédiens. Mais ce qui était extraordinaire, c'était la disponibilité de comédiens professionnels comme Alexis Manenti, comme Marat Taquin, par rapport à ces amateurs. Je trouve qu'il y avait comment dire, une connexion, une patience et une communication qui était assez passionnante à voir. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir jusqu'où mettre le curseur. Entre les deux approches, les deux écoles en fait, quelque part. Alors, ce berger, c'est Joseph, c'est Alexis Manenti qui l'incarne. Bon, on pense à lui parce que dans Les Misérables notamment, qu'il a révélé avec ce rôle. Et je vous rejoins, il y a à la fois cette force intérieure et il y a du charisme. Et c'est un personnage, d'ailleurs le berger n'est pas un grand bavard, c'est plutôt quelqu'un d'assez solitaire. Donc voilà, il incarne vraiment cette épaisseur du héros. Oui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ensemble. J'avais envie de quelqu'un qui soit peu bavard et que ce soit par le corps et que ce soit par le cinéma qu'on puisse essayer de suivre son parcours intérieur et sa détresse à plein d'endroits. Et ce qui me plaît beaucoup chez Alexis, c'est qu'il a apporté beaucoup de complexité et de sensibilité à ce personnage qui aurait pu être une sorte de héros taiseux avec un grand H. Un peu monolithique, alors que lui, je trouve, apporte quelque chose de plus complexe. On comprend bien que ce berger est un héros du quotidien, si on peut dire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas armé pour faire face aux gens à qui il fait face, en fait, et qui se saisit de ce qu'il trouve dans son imagination, dans ses relations, pour pouvoir résister à son niveau. Alors il faut souligner aussi la bande originale, puisque ça c'est votre deuxième long métrage. Je sais que vous aviez déjà travaillé avec cet auteur qui avait obtenu d'ailleurs le César de la musique pour la nuit venue. Vous continuez la complicité avec cet auteur. Oui, mais la rencontre avec Rhône a été extraordinaire. Pour moi, c'est un grand mélodiste et puis c'est un humain d'une grande générosité aussi. Et donc, on avait très très envie de continuer la collaboration. Et il avait envie de tenter cette aventure-là, qui est pas évident à faire pour lui, dans la mesure où La Nuit Venue était un film où le personnage était un troisième la musique était un troisième personnage du film, parce que le film était vraiment ancré dans le milieu de la musique électronique. Et donc la bande originale qu'avait composée Rhône à l'époque était vraiment liée à son jardin, en fait, on va dire, à son activité lui-même de compositeur de musique électronique. Là, il fallait sortir un petit peu de sa zone de confort, entre guillemets, et il a accepté de le faire avec enthousiasme, et c'était super, parce qu'il fallait trouver quelque chose qui soit à la fois intimiste et parfois lyrique. Il fallait trouver quelque chose qui soit en rapport avec le territoire, donc avec une forme de rugosité. Et on avait décidé aussi que ça serait une musique plus organique, moins électronique beaucoup moins électronique que La Nuit Venue. Voilà. Et donc ça a été un gros travail, de nombreux échanges, de la durée aussi ensemble. Mais à l'arrivée, je suis enchanté une fois de plus par le travail qu'il a proposé. Voilà, il faut effectivement saluer sa créativité, qui est assez remarquable et qui est aussi un acteur à part entière de votre film. C'est très important dans le climat et l'atmosphère qu'il installe. Merci beaucoup Frédéric Farucci pour cet échange à propos de ce film Le Mohican. Merci à vous. Merci à vous.